conférences. Bon, maintenant, je suis retraité. Euh, et euh, donc, au départ, J'en j'étais prie. spécialiste en théorie des nombres et ensuite, je me suis intéressé à l'enseignement des mathématiques, à la vulgarisation, à l'histoire des mathématiques, ça c'est assez important. Et personnellement, bon, je m'intéresse aux religions, à la spiritualité et je m'intéresse aussi à la philosophie, mais j'ai que que connaissances générales sur le sujet. Je n'ai jamais fait d'études spéciales en philosophie. Euh, donc, je vais d'abord évoquer brièvement la vie hors norme de Grothendieck parce que ça permet de comprendre un peu ses écrits et ses idées. Ensuite, je parlerai de ses principaux écrits non mathématiques, Récolte et Semailles, La clé des songes et Notes pour la clé des songes, et puis quelques-unes de ses idées. Et comme c'est difficile de résumer en une demi-heure les milliers de pages qu'il a écrits, je ferai des choix et surtout je donnerai des références pour approfondir et pour essayer de s'y retrouver un peu dans son œuvre. Alors, je passerai assez rapidement sur le côté mathématique parce que comment dire, dans les mathématiques de Grothendieck, c'est un niveau très élevé et accessible par certains concepts qu'il a fait vers la deuxième partie de sa carrière, mais la géométrie algébrique, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Pour vous donner une idée, quand on demandait à Villani s'il était capable de comprendre les maths de Grothendieck, il disait il faudrait 5 ans pour commencer à pouvoir regarder dedans. Voilà. Alors, enfin, je voudrais dire une chose, toujours en introduction, c'est que de lire Grothendieck, et inspirant dans le sens que ça éveille en nous une réflexion. Ce n'est pas du tout dogmatique ce qu'il donne, mais c'est plutôt une piste pour pouvoir réfléchir selon des grilles de lecture qui ne nous sont pas habituelles. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Maintenant, je vais essayer de me retrouver dans mon diaporama. Euh, il est là. Donc, je vais commencer par parler très brièvement de ses parents. Donc, son père, c'est Sacha Shapiro, qui est un anarchiste ukrainien, et il est condamné à mort parce que il faisait partie d'un groupe armé anarchiste. Et comme il a que 16 ans, alors que tous ses compagnons sont exécutés, il est gracié et il va passer une dizaine d'années en prison et va être libéré en 1917. Alors, il va perdre un bras, hein, on ne le voit pas tellement sur la figure, mais il lui manque son bras gauche. Et ensuite, il est aussi opposé aux bolcheviks, donc il va se ranger plutôt du côté de l'Ukrainien Makhno, et puis il va mener une vie d'aventurier que je vais pas détailler parce que sinon je vais pas tenir le temps. Voilà. Mais voilà en quelques mots euh, le père de Grothendieck. Ensuite, sa mère, c'est Anka Grothendieck, qui naît en 1900 à Blankenese, c'est à côté de Hambourg. Et elle aussi fait partie du milieu anarchiste. Alors, quand elle rencontre Sacha Shapiro, elle est déjà mariée avec un autre anarchiste, mais ils ont une relation assez distendue. Et elle a déjà un autre enfant, une fille. Donc, alors, Alexandre Grothendieck a une demi-sœur et un demi-frère qui était un fils de Sacha Shapiro. Voilà. Donc, euh, de leur liaison naît Alexander Grothendieck en 1928, le 28 mars. Et donc, on voit une photo d'Alexandre quand il est petit. Alors, j'ai mis Alexander parce que son nom, comment dire, son nom est transcrit comme Alexander et souvent il préférait se faire appeler Alexander qu'Alexandre. Bon, voilà, tantôt je mettrai Alexander, tantôt Alexandre. Alors on le voit à droite sur la photo et son père était photographe. Alors en 1928, ses parents avaient pas de travail et ils vivaient vraiment de manière très miséreuse. Mais en même temps, le souvenir que Grothendieck a de cette période, c'était aussi un très grand espace de liberté. Il avait un très grand sentiment de liberté. Et puis, comment dire, à un moment, le père de Grothendieck, malgré qu'il ait eu
un seul bras, était photographe de rue. C'était un très bon photographe. Donc, ils ont eu un petit moment où ils ont eu un répit. Puis, avec la montée du nazisme, euh, comment dire, le père Sacha s'enfuit d'Allemagne et ensuite, sa mère Anka rejoint son père et ils partent en France et il confie Alexander à la famille Heydorn. Alors, Heydorn, c'était un pasteur, enfin, c'était un ancien pasteur qui donnait des leçons, qui prenait des enfants en pension chez lui. Et donc, la mère Anka apporte son fils Alexandre. Alors, au début, elle avait écrit c'était un écrivain, etc. Et puis, quand elle arrive devant Dagmar Heydorn, qui est la femme de l'ancien pasteur, elle lui dit, ben, j'ai pas d'argent. Et puis, pratiquement, comment dire, excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone, je l'avais mis juste pour, au cas où ça poserait un problème. Et donc, elle lui dit, j'ai pas d'argent, et puis elle part en laissant son gamin comme ça, et en sachant même pas si... Voilà, elle lui dit, débrouillez-vous avec ça. Le temps que Dagmar demande à son mari si elle est d'accord pour le prendre, elle est partie. Et donc, il va passer 6 ans chez ce couple d'Eydorn, où il sera quand même relativement bien mis, mais ça va être déjà, il perçoit un petit peu comme un abandon, puisque ses parents partent, et puis sa mère va lui écrire, je sais pas, peut-être tous les 2 ou 3 mois, donc il va avoir des nouvelles très, très brèves. Et ensuite, c'est un total changement d'éducation avec quelque chose de beaucoup plus structurant. Alors, même si les Eydorn sont bienveillants, il lui donne une discipline à laquelle il n'était pas habitué et dont il parlera un petit peu dans Récolte et Semailles. Voilà. Ensuite, le Heydorn, qui était un anti-nazi, décide en 1939 que c'est beaucoup trop risqué avec la montée du nazisme de conserver Grothendieck chez lui. Et à ce moment-là, en 1939, Grothendieck a 11 ans. Il le met dans un train à Hambourg. Alors c'est assez compliqué il faut faire tout un papier puisque son père a des faux papiers, donc il arrive quand même à le retrouver par le consulat. Il le met dans un train et puis voilà. Et puis il doit retrouver son père sur un quai à Paris. Alors, heureusement, son père était un anarchiste et donc il avait le crâne rasé puis il avait un bras en moins parce que pour un petit gamin de 11 ans comme ça de traverser toute l'Allemagne et d'arriver sur un quai, d'ailleurs, ils ne se reconnaissent pas, ils se reconnaissent uniquement à des signes distinctifs parce qu'en 6 ans, ils ont changé tous les deux. Donc voilà, et ensuite, ils redescendent dans le sud puisque la famille se retrouve à Nîmes. Alors, entre-temps, les parents de Grothendieck avait participé à la guerre d'Espagne du côté des Républicains, et puis était revenu en France, bien sûr. Et peu de temps après qu'il se retrouve à Nîmes, le père de Grothendieck, Sacha, est arrêté et interné au camp du Vernet. Alors, je vais aller assez rapidement, mais le camp du Vernet, c'était un camp d'internement. On disait camp de concentration, mais je préfère camp d'internement pour éviter l'amalgame avec les camps de concentration nazis, mais ça n'empêche que c'était vraiment un camp où les conditions de détention étaient vraiment terribles. Alors surtout au moment où il y a eu les réfugiés espagnols, ils ont eu vraiment des conditions terribles. Et ensuite, on a mis ce qu'on appelait les indésirables, c'était les étrangers, les communistes, les anarchistes, etc. Et ils étaient quand même dans des conditions vraiment, surtout quand du Vernet, assez pitoyables. Alors, par contre, ensuite, sa mère est arrêtée à son tour comme indésirable et elle est internée avec Grothendieck au camp du Rieucros. Alors, je signale un petit détail qu'on ne connaît pas souvent, c'est que à ce moment-là, la mère fait le choix de garder son fils Alexandre avec elle parce que les gens lui proposent de mettre son fils à l'assistance publique. Elle dit non, je vais le garder avec moi. Et donc, dans le camp du Rieucros, vous le voyez, il fait quand même pas très chaud. Vous imaginez un camp comme ça avec en hiver pas de chauffage, c'était quand même pas le club méditerranéen. Et, mais les conditions sont quand même moins sévères qu'au camp du Vernet, et notamment Grothendieck peut aller à l'école, au collège à Mende. Il fait 5 kilomètres à pied comme ça, avec des godasses qui sont pas toujours en bon état. Parfois dans la neige pour aller suivre les cours, mais il suit une scolarité.
Alors ensuite, il y a le camp d'Uriocroferme et ils sont transférés à Brents, qui est un autre camp. Et dans ce camp, euh, il y a la CIMAD, qui est une organisation protestante qui permet à Grothendieck de rejoindre le Chambon-sur-Lignon, où il y a le pasteur Trocmé, qui fait partie des Justes, qui cache des enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il suivra des études jusqu'au bac. Voilà. Ensuite, après la guerre, donc Grothendieck retrouve sa mère, mais son père a été déporté en Auschwitz en 1942. Alors je ne sais pas quand il l'apprendra, mais sa mère a attrapé la tuberculose dans les camps, donc ils vivent de manière très, très sommaire. Sur la photo, on voit qu'il fait les vendanges, il fait des petits boulots pour payer ses études et subvenir. Sa mère fait de temps en temps des ménages, mais vraiment, ils vivent de manière très pauvre. Et il fait des études, euh, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il ne fait pas des études hyper brillantes, mais il va chercher sur des sujets auxquels personne ne pense. Notamment, par exemple, il va se poser des questions euh, qu'un étudiant moyen ne se pose pas. Et il arrive à convaincre un inspecteur de lui faire une lettre de mission et il rejoint le séminaire d'Henri Cartan à Paris. Alors, je pense qu'il doit avoir une bourse aussi. Alors, le séminaire, c'est le séminaire de l'École normale supérieure. Alors, quand il arrive là, il est complètement perdu parce que c'est vraiment un niveau très, très au-dessus du niveau de l'université de Montpellier, mais il arrive plus ou moins à s'adapter. Et puis, je pense qu'ils se sont accueillis. Ça, je crois que c'est vraiment important. Ils se sont accueillis dans cet endroit alors qu'il avait l'impression un peu partout d'être un paria un petit peu. Là, notamment au Collège de Mende, il avait l'impression de ne pas avoir sa place. Et ensuite, euh, les Cartan lui conseillent d'aller à Nancy, où il y a une très bonne équipe de mathématiciens. Et là, il rencontre Dieudonné et Schwartz, qui sont deux membres du groupe Bourbaki. Alors, je parlerai un tout petit peu du groupe Bourbaki pour expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et Schwartz est médaille fils et Dieudonné, c'est vraiment un très grand mathématicien. C'est un des derniers à avoir un survol de tout l'ensemble des mathématiques. Et comme il le trouve un petit peu prétentieux, il lui donne 14 problèmes qu'eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre. Hein, c'est des questions ouvertes à la fin d'un article. Et il arrive à en résoudre à peu près la moitié. Et l'autre moitié, il les résout au cours de sa thèse, qu'il fait avec Schwartz. Et pendant ce temps-là, il a une liaison avec sa logeuse et il a son premier enfant. Donc, alors, sa thèse il est vraiment reconnu comme un grand mathématicien à ce moment-là. Et donc, le problème, c'est qu'il a un passeport Nansen parce qu'il est apatride. Pour la raison principale, il ne veut pas se faire naturaliser parce qu'il ne souhaite pas faire son service militaire. Il est déjà antimilitariste à l'époque. Et donc, euh, euh, il va partir euh, parce qu'il ne peut pas avoir de poste en France. Donc, il va obtenir des postes temporaires, ce qu'on appellerait maintenant des post-docs, au Brésil et ensuite aux États-Unis. Donc, il va passer 2 ans à Sao Paulo et ensuite, il va être dans deux universités différentes aux États-Unis, l'université de Lawrence et l'université de Chicago. Et au passage, alors, il travaillait, bon, je pense que ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais il travaillait plus en topologie, analyse fonctionnelle, comment dire, avec Laurent Schwartz. Et là, c'est un moment où il change de sujet de recherche et il va travailler sur la géométrie algébrique, notamment grâce à une correspondance avec Jean-Pierre Serre, qui est aussi un très, très grand mathématicien français. Il était chez la plus jeune médaille fils, il est prof au Collège de France, membre de Bourbaki, etc. Donc, il rentre en France où il a tout d'abord des postes un petit peu provisoires. Et puis, à ce moment-là, il y a un mécène russe qui s'appelle Léon Motchan, qui ouvre un institut alors, qui s'appellera l'IHES,
Alors, c'est Institut des hautes études scientifiques. C'est pour faire un équivalent de ce qui existe aux États-Unis qui s'appelle l'Institute of Advanced Study, où était Einstein, comment il s'appelle aussi, Gödel, etc., qui est fait pour un petit peu offrir des conditions de travail à une élite de mathématiciens. Et Léon Mochan propose à Dieudonné, qui est déjà quelqu'un qui a pignon sur rue, de venir à l'IHES comme première personne. Et Dieudonné dit, si vous m'embauchez, vous ne pouvez pas ne pas embaucher Grothendieck. Et donc Grothendieck se retrouve à l'IHES. Alors c'est aussi un moment en 1957 où il perd sa mère, qui est la dernière personne de sa famille qu'il connaît, hein, puisque sa sœur, il a perdu un petit peu, il a perdu un peu de vue, et ses grands-parents, il les a jamais connus. Et donc, c'est aussi un moment où il se marie avec Mireille Dufour, avec qui il aura trois enfants, Johanna, Alexandre et Mathieu. Et quand il va être à l'IHES, il va faire un travail incroyable. Alors, je vais passer assez vite, mais ça va vraiment être considéré comme un visionnaire dans son domaine. Et il va essayer. Alors, il fait partie aussi du groupe Bourbaki, mais il va quitter le groupe Bourbaki pour faire un petit peu la même chose que ce que fait le groupe. Alors, le groupe Bourbaki, c'est des jeunes mathématiciens français qui ont décidé de remettre tout à plat les bases et d'essayer de réécrire les fondations des mathématiques de manière très abstraite et un petit peu comme Euclide l'avait fait à son époque. Et lui, il va faire ça en géométrie algébrique, qui est un nouveau domaine. Donc, et il va faire un travail colossal avec ses étudiants et aussi avec l'aide de Dieudonné. Euh, il va peut-être écrire des milliers de pages, dont déjà les premières pages sont difficiles à lire. Alors, je crois que Dieudonné doit être ici, hein, si on le voit. Ici, ça ressemble à Serre, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit lui. Voilà. Et donc, il va obtenir une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il va recevoir la médaille Fields. Alors, comme à l'époque, c'est en URSS et qu'il y a des problèmes, puisque les Russes ont fait prisonnier des mathématiciens, il refuse d'aller la chercher. Mais il accepte la médaille Fields. Je crois qu'il va reverser l'argent à une situation, je crois que c'est à des organisations qui soutiennent le Vietnam, mais il accepte quand même la récompense. Et c'est aussi un moment où vraiment il est considéré, c'est non seulement une médaille Fields, mais c'est vraiment considéré comme un immense mathématicien par ses pairs. Et quelqu'un qui a une vision, un sens de l'abstraction qui va au-delà des autres. C'est-à-dire qu'alors que quand on a besoin d'une notion, on cherche un exemple, lui, il va prendre un cas encore plus général pour arriver à avoir une bonne vision des choses. Alors, je passe assez vite sur sa carrière mathématique pour avoir un peu de temps pour le reste. Et donc, il y a progressivement une rupture qui va s'instaurer. Alors tout d'abord, en 1967, il fait un voyage au Vietnam où il va enseigner parfois sous les bombes. Alors on voit sur la photo, il est au tableau en train d'enseigner à des étudiants vietnamiens. Alors il a aussi fait passer une thèse à une étudiante vietnamienne. Alors ensuite, 1968 va beaucoup le déstabiliser dans le sens où lui se voyait un petit peu toujours avec, comment dire, euh, une âme d'anarchiste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est rasé le crâne, c'est un petit peu en hommage à son père. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il est devenu d'une certaine manière un mandarin. Et ça va beaucoup le bousculer un petit peu, ça va remettre en question des choses. Et en 70, il s'aperçoit que l'Institut reçoit une petite subvention de l'armée. Et bien que ces maths ne servent absolument pas à l'armée, il en fait une question de principe et il démissionne à ce moment-là. Et alors que d'autres collègues disent, bon, ben, on laisse tomber, c'est pas si grave que ça, lui, il fait le choix de démissionner. Et c'est le moment où il va commencer à militer d'une part pour la paix, d'autre part pour l'écologie qui, avant même que euh, ce terme existe, hein, et donc il va créer avec deux mathématiciens, Samuel et Chevalet, il y aura aussi un autre mathématicien qui s'appelle Denis Gage, un journal qui s'appellera Survivre, qui militera donc pour l'écologie, contre le nucléaire, pour la paix, et qui ensuite s'appellera Survivre et Vivre.
Et ce journal va exister pendant 4 5 ans. Alors, il va avoir un certain succès aussi parce que, vous voyez, il y a un côté un peu humoristique pour un petit peu attirer. Alors, pour cette époque, pour savoir un petit peu les idées de Grothendieck, il y a une conférence qu'il a fait au CERN en 72 qui est disponible, où on voit bien toutes ces idées. Alors, je ne peux pas les résumer en quelques minutes parce qu'elle dure 2 heures, mais on voit bien que là, il y a vraiment une première rupture où tout d'un coup, tout ce qui le faisait vivre, la communauté mathématique, par exemple, une question qu'il va poser, c'est est-ce que ça a du sens de faire de la recherche scientifique? Et notamment, il va être très critique par rapport à la science et surtout à l'utilisation de la science. Vous voyez, là, on le voit sur l'exemple où, par exemple, il considère que le nucléaire, ce n'est pas forcément la meilleure utilisation de la science. Mais aussi, par exemple, les armes. À un moment, il dit, voilà, si la science, c'est pour construire des armes de plus en plus sophistiquées, euh, pour faire de plus en plus de morts ou même faire des choses assez horribles, c'est pas la peine, quoi. Alors, ensuite, il va fonder une communauté, enfin même parallèlement, hein, c'est la période de 68, et donc il va fonder une première communauté qui va s'installer en région parisienne et qui va, à mon avis, moyennement marcher. Alors vous voyez sur la photo des gens de la communauté, un petit peu l'ambiance, et après il va déménager à Villecun. Alors au passage, Serre va lui proposer un poste provisoire au Collège de France et qui ne va pas être renouvelé parce que dans ce poste, il va en profiter pour militer pour l'écologie, d'une part, pour dire est-ce que ça a un sens de faire de la recherche scientifique. Et les gens du Collège de France lui disent, voilà, si vous faites des exposés de maths, on vous donne un poste. Si c'est pour faire, pour militer pour vos idées, c'est pas la peine. Alors, je crois qu'il va avoir un poste provisoire pendant une année et ensuite, il va se retrouver à Montpellier. Alors, entre-temps, le journal va, entre guillemets, mourir de sa belle mort, c'est-à-dire il va avoir moins d'audience, etc. Et il décide de partir à Vilquin, où il vit de manière écologiste. Alors, il vit de manière très frugale, hein. Chez lui, c'est vraiment très, plus que simple. Je pense que c'est à cette époque qu'il devient complètement végétarien. Et il va divorcer et avoir une liaison avec Justine Scalba, qui le quittera peu après la naissance de son fils, son On dernier fils avait, hein. en 1974. Alors, il retourne enseigner à Montpellier. Alors, c'est une période où il va y avoir des changements progressifs dans sa vie, mais qui vont se faire de manière moins brutale un petit peu qu'auparavant. Alors, euh, je vais peut-être signaler qu'en 1974, il va se retrouver avec un procès parce qu'il aura hébergé un moine bouddhiste japonais qui n'avait pas de papier en règle et il va monter ça un petit peu en épingle. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, mais il va être assez proche de ces moines. Et en 1976, il y aura une période, enfin, une date clé qui relate dans la clé des songes et un peu dans Récolte et Semailles, où d'une certaine manière, il y a une bascule un petit peu vers le spirituel. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est plus progressif, mais cette date, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, pour faire un parallèle, l'expérience mystique qu'a eu Pascal ou les rêves qu'a eu Descartes peu avant qu'il écrive le discours sur sa méthode, c'est un peu un passage un peu clé d'une expérience. Alors, c'est vers les années 84 qu'il commence à rédiger Récolte et Semailles. Alors, je vais dire un petit peu un mot de Récolte et Semailles. Alors, tout d'abord, ça, c'est une citation, je crois, qui est sur France Culture. C'est une plongée inédite, vertigineuse et captivante dans l'esprit d'Alexandre Grothendieck. Il consigne ses réflexions, autant mathématiques que littéraires, philosophiques et psychanalytiques, dans un document absolument inclassable. Alors, c'est un document absolument inclassable qu'il n'a jamais publié de son vivant
qui a circulé en ligne sur Internet à un moment. Alors, je vous montre, ça fait quand même la version comme ça va jusqu'à 1900 pages, hein, vous voyez, disons que c'est à 1882 pages si on enlève les index. Donc, c'est quelque chose qui est assez énorme et qui n'est pas facile à lire parce qu'il y a. Alors, je vais donner des détails. La partie 1, et l'introduction, c'est relativement entre guillemets lisible. Et c'est un moment où il va parler d'une part euh, de sa manière de faire des mathématiques et puis aussi un petit peu, il va introduire des idées, etc. Il va parler aussi un petit peu de sa vie. Il va parler par exemple notamment de Krishnamurti, de Fuji Guruji, dont je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ces deux personnages qui l'ont influencé dans ses pensées. Et la partie 2 entre guillemets, c'est un peu un règlement de compte avec la communauté mathématique. Alors, ça n'a pas toujours été bien vu par effectivement la communauté mathématique qui ont trouvé parfois que c'était exagéré, mais je pense qu'il y a un certain fond de vérité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a eu cette rupture, il a été un petit peu mis de côté, mais c'est pas de manière, c'est plus de manière insidieuse un petit peu. Et donc là, c'est vraiment une partie où il fait le bilan de ceci. Alors, c'est aussi une relecture de sa vie et de sa vie de mathématicien. Et la troisième partie qui me semble importante, que je suis en train de lire en ce moment, parce que je ne l'ai pas lu en entier, Récolter semailles. Alors, bon, j'ai quand même lu à peu près 1000 pages de biographie et 1000 pages de ses écrits, mais son œuvre est tellement phénoménale que je n'ai pas tout lu, hein. Et donc, la troisième partie, ça s'appelle toujours l'enterrement, hein. Il y a les trois dernières parties, c'est l'enterrement 1, l'enterrement 2, l'enterrement 3. Alors, sauf que cette fois-ci, c'est la clé du yin et du yang. Et c'est un peu par hasard qu'il découvre l'idée de yin et du yang, qui est aussi l'idée de féminin et du masculin. C'est parce que c'est avec son gendre qui lui parle un petit peu de ça. Et il va s'intéresser, alors il s'intéresse un peu à la culture chinoise, mais de manière comme ça, je veux dire, un peu superficielle. Par exemple, il a lu le Tao Te Ching, etc. Mais il ne va pas, par exemple, étudier tout le yin et le yang dans la culture chinoise à partir de ce concept de principe masculin, principe féminin. Il va essayer de le décliner à sa manière. Par exemple, bon, dans le yin et le yang, il y a par exemple donc le yang, c'est le principe masculin, le yin, c'est le principe féminin, mais le yang, ça peut être aussi le chaud, le yin, le froid, le yang, c'est le feu, le yin, l'eau, etc. Mais par exemple, euh, de savoir est-ce que la destruction et la construction, est-ce que c'est un principe yin ou un principe yang? Voilà le genre de questions qu'il peut se poser. Est-ce que le global, le général par rapport au particulier, alors lui, il voit par exemple le global plus comme principe yin et le général comme un principe, pardon, le particulier comme un principe yang. Il peut y avoir aussi l'action, la non-action, vous voyez, etc. Et donc, il va écrire énormément là-dessus. Il va avoir toute une lecture de sa vie et de ses mathématiques à partir de ça. Notamment, par exemple, l'idée qu'il a fait beaucoup les mathématiques de manière yang, c'est-à-dire de manière très active, mais en même temps de manière yin, alors que globalement, il considère que c'est une matière super yang, par exemple, où il y a énormément de sélection, qui est assez difficile. Donc, ça va lui donner tout un regard sur son œuvre qu'il a déjà faite. Alors, j'en profite aussi pour signaler que la pensée de Grothendieck est assez évolutive. D'abord parce qu'il va constamment changer de milieu, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de ruptures dans sa vie et il va avoir à peu près avant 70 une première période où il est à fond dans les maths, mais avec une idée de visionnaire. Après 70 où il va un peu faire un break avec tout ça, il va être très influencé par la contre-culture et ensuite cette période de récolte des semailles, de la clé des songes, lui commence à rentrer dans une lecture spirituelle de sa vie. Alors c'est un peu en filigrane dans Récolte et semailles, ça apparaîtra beaucoup plus nettement dans la clé des songes. Par contre, si vous voulez lire Récolte et semailles, je vous conseille de lire surtout la partie 1 et la partie 3. De toute façon, dans les parties 2 et 4, il y a des passages qui sont complètement incompréhensibles pour quelqu'un
qui ne connaît pas ce que c'est que la cohomologie ou des choses comme ça. Euh, mais par contre, la partie 1 et 3 est assez accessible. Alors, c'est assez dense comme style, mais il n'y a pas de jargon. Je veux dire, globalement, ça se lit quand même assez bien. Il n'y a pas de mots où on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là, etc. Alors, donc, ensuite, il écrit La clé des songes. Et donc, en même temps qu'il écrit La clé des songes, alors il fait énormément de digressions, Grothendieck. Alors, il a une manière d'écrire un peu. Euh, alors, il dit dans Récolte des semailles qu'il a découvert la méditation. On ne sait pas tellement quel sens il donne au mot méditation, mais quand il écrit, il y a un certain protocole dans la manière dont il écrit. Et il fait beaucoup de digressions, mais en même temps, son texte est très structuré, il renvoie beaucoup à telle page, etc. On a l'impression que dans les 3 000 pages, il y a toujours des renvois à des passages précédents. Et il fait tellement de digressions, donc il va écrire note pour la clé des songes, qui sont justement les notes de la clé des songes, qui fera 700 pages, alors que la clé des songes fait à peu près 400 pages. Alors c'est pareil, ces deux ouvrages ont circulé à un moment sur Internet. Et puis, depuis que la clé des songes est parue, je pense que c'est plus difficile de les trouver, mais bon, peut-être qu'on peut les trouver encore. Et donc, je dis juste quelques mots, c'est un essai spirituel qui prend sa source dans le rêve. Alors ici, j'ai juste un cahier de la clé des songes au moment où c'est paru. Et donc, la première partie et la deuxième partie, il parle du rêve, et pour lui, le rêve est relié euh, au spirituel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter au spirituel, mais en même temps, par exemple, il ne va pas à l'encontre des travaux de Freud, etc. Mais c'est plus un moment, par exemple, il dit, je vais essayer de retrouver la page. Je- Alors, si je peux peut-être juste citer le tout début où il dit, voilà, le rêve, c'est un accès à la connaissance de soi. Voilà, je résume très très brièvement. Et ensuite, un passage assez important où il dit, voilà, il dit, dans ce rêve, je perçois un souffle. Et ce souffle-là n'a rien de mécanique. Donc, c'est vraiment quelque chose, on dit, le rêve ne peut pas se classifié uniquement par les neurosciences, par la lecture de Freud, qui est euh, les, comment dire, l'inconscient, c'est uniquement les désirs refoulés, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste. Et voilà, et il commence à parler de ça. Alors, par contre, le titre, La clé des songes, c'est un petit peu comment dire, trompeur dans le sens où il ne donne pas une grille d'interprétation de la clé des songes. Il ne donne pas une grille d'interprétation des rêves, mais il parle pas mal des rêves. Alors, il fait une deuxième relecture de sa vie, mais cette fois-ci d'un point de vue spirituel, un petit peu. C'est-à-dire, il dit, jusque je me suis, par exemple, alors ça, c'est dans Récolte des chemins, il a dit, j'ai travaillé de manière insensée, il travaillait 15 à 16 heures par jour dans les mathématiques, mais ça a été au détriment, bon, de sa vie de famille, mais aussi de sa vie spirituelle pour lui. C'est comme ça qu'il relie après. Et ensuite, il va écrire donc La clé des songes où il développe le concept de mutant. Et en 1988, il va recevoir un prix avec Pierre Deligne, qui est le prix Crawford. Alors, je vais pas. Il y a des raisons pour lesquelles il dit pourquoi il refuse ce prix. C'était quand même une somme assez énorme, hein. C'était à peu près 400 000 euros pour vous donner une idée. Et finalement, ce prix, ça va faire encore une rupture dans sa vie, dans le sens où il va arrêter à ce moment-là d'écrire La clé des songes, qui se termine un peu en queue de poisson. Il manque des chapitres, hein. Dans les écrits qu'on a retrouvés de lui, on s'aperçoit qu'il y a 2, 3 chapitres, on ne sait pas où ils sont, donc on ne sait pas s'il les a écrits ou pas. Et c'est pareil dans Note pour la clé des songes, il dit aussi qu'il va parler de, par exemple, de l'ego, etc. Et ça s'arrête un petit peu brutalement. Donc, ça a été un peu une période. Et à ce moment-là, il va essayer de faire publier Récolte et Semailles, mais c'est beaucoup trop polémique pour qu'un éditeur accepte de le publier au moment où il le propose. Voilà. Alors, je vais parler un peu du concept de mutant, hein. Alors là, je reprends des écrits qu'il a écrits dans Notes pour la clé des songes. Ce sont des hommes nouveaux qui préfigurent l'homme de demain. Alors il dit, nous sommes tous
des mutants en puissance, et le mutant est celui qui toujours se transforme et qui est spirituellement vivant. Donc, dans sa vision de la spiritualité, il ne voit pas ça comme quelque chose de dogmatique, hein, pour reprendre un petit peu des termes qui sont reliés aux religions, mais comme quelque chose qui est évolutif. Hein, c'est quelque chose de dynamique pour lui, le fait de s'interroger sur la spiritualité. Voilà. Alors, dans Note pour la clé des songes, il débat sur de nombreux thèmes, l'enfance, l'éducation, les rapports entre la science et la religion, etc. Alors, ici, j'ai mis la liste des mutants. Alors, j'irai assez vite sur certains, puis je donnerai peut-être un peu de détails sur les autres. Alors, tout d'abord, il va, dans la note pour la clé des songes, il va prendre en revue tous ces mutants, il va parler d'eux, il va parler du positif, mais il va aussi conserver un côté critique sur certaines, pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que c'est pas, comment dire, ça me fait penser à la devise anarchiste qui dit ni Dieu ni maître. Donc, il a quand même un Dieu, mais par contre, il n'a toujours pas de maître. Et même s'il considère que les personnes lui ont apporté énormément, il a aussi un regard critique par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à leur œuvre. Alors, Hahnemann, c'est le fondateur de l'homéopathie. Bon, Darwin, je pense que vous connaissez. Whitman, bon, c'est un poète que je ne connais pas beaucoup. Riemann, c'est un immense mathématicien allemand. Alors, Ramakrishna, c'est un penseur indien, bien sûr spirituel, mais qui était aussi assez ouvert sur les autres religions. Euh, Buck, c'est un Américain qui va parler un petit peu de spiritualité en termes de conscience cosmique ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas, je crois que ça fait partie du mouvement des transcendantalistes américains, mais ce n'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Alors, Kropotkin, c'est un géographe et un anarchiste russe. Carpenter, c'est un penseur anglais qui était aussi homosexuel et a priori qui n'a pas été persécuté, alors que par exemple des gens comme euh, Turing ou comme Oscar Wilde ont beaucoup souffert de, de leur homosexualité. Lui, il est un petit peu passé au travers. Bon, Freud, je ne vous le présente pas. Steiner, c'est un Allemand qui est en France et assez controversé, qui peut comment dire, avoir, on peut l'accuser de sectarisme. Alors bien sûr, il est décédé, mais les personnes qui sont des disciples de sa pensée peuvent être vues comme des gens un peu sectaires. Mais je pense qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Et puis, par exemple, bon, c'est lui qui est à l'origine de la biodynamie, pour donner des exemples. Alors, par rapport à Steiner, il parle de Steiner, mais il est aussi très critique sur certaines choses qu'il a fait. Alors, bon, là encore, je ne présente pas Gandhi, euh, mais il va à la fois euh, mettre en valeur tout ce qu'a fait Gandhi pour la paix, mais il va être aussi critique de certaines choses sur Gandhi. Par exemple, il dit Gandhi a fait la guerre quand il était, alors je crois qu'il était brancardier, mais quand il vivait en Afrique du Sud, il a fait la guerre. Vous voyez, euh, il a quand même un regard critique sur ces personnes qu'il admire. Alors, Teilhard de Chardin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc quelqu'un qui, un paléontologue, c'est aussi un prêtre jésuite, et c'est aussi quelqu'un qui va écrire, qui ne sera pas publié de son vivant, parce que l'Église considère que ce qu'il écrit va trop en l'encontre de, des idées, enfin des dogmes de l'Église, et il œuvrera pour une réconciliation et la science. Alors c'est aussi lui, mais je ne crois pas qu'il en parle beaucoup, qui est à l'origine du concept de noosphère, si vous connaissez ce concept. Alors Neil, c'est un pédagogue qui milita pour une éducation avec liberté. Alors il a écrit un ouvrage qui était très célèbre dans les années 80 qui s'appelle Libre enfant de Summerhill. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, où il prônait une éducation avec énormément de liberté, quasiment, pratiquement, à part des règles de vie, entre guillemets, d'une communauté, il y avait pratiquement, par exemple, pas d'obligation d'aller en cours, etc. Donc, c'est Grothendieck parle un petit peu de ce personnage. Alors Fuji Guruji, c'est un militant japonais pour la paix et qui a fondé une petite secte, mais
quand je dis secte, ça n'a pas de connotation négative, hein. En France, on a. Mais par exemple, Guruji, ça veut dire gourou. C'est pas, c'est simplement qu'il a des moines qui sont des adeptes de ce qu'il raconte. Et il va venir voir, comment dire, Grothendieck en France, pratiquement pas longtemps avant sa mort, puisqu'il est mort à une centaine d'années. Et c'est en 76 qu'il va venir. Et c'est juste après que Grothendieck ait eu une sorte d'illumination qui va un petit peu changer sa vie. Alors Krishnamurti, c'est un penseur indien qui a une pensée particulière, qui a beaucoup influencé la contre-culture. Alors il y a beaucoup de gens, malgré que lui, il est beaucoup dit, il ne faut pas accepter les dogmes des religions et il ne faut pas accepter les gourous qui l'ont pris entre guillemets comme gourou. Et ça, comment dire, Grothendieck le voit bien. Mais il y a aussi beaucoup de gens agnostiques ou athées qui se revendiquent des idées de Krishnamurti, qui ont été intéressés par ce qu'il racontait. Alors, Lego, c'est un professeur d'université qui était au départ donc professeur dans une université à Rennes et qui, au moment de la guerre, devient berger et va, comment dire, écrire des ouvrages pour faire un renouveau spirituel du christianisme en étant beaucoup moins dogmatique. Par exemple, il interroge le concept est-ce que Jésus est Dieu, etc. Il va écrire les choses à sa manière par rapport à ce genre de choses. Et il y a beaucoup de concepts de l'ego qui vont influencer l'écriture de la Clé des songes. Alors, Karasker, bon, je vais aller assez vite, c'est un pédagogue et militant anarchiste qui croyait à une école et une société autodéterminée qui avait mis ça un petit peu en route du côté de Barcelone pendant la guerre. Et enfin, Slovic, c'est un ouvrier américain. C'est le seul Américain qui a été fusillé parce qu'il refusait de manière délibérée de faire la guerre. C'est-à-dire que c'était plus qu'un déserteur. Il ne voulait pas se battre alors qu'initialement, il avait été enrôlé. Ensuite, en 1991, il disparaît pour une destination inconnue. Alors là encore, il y a une nouvelle rupture que personne ne connaît. Alors il y a quand même des gens, deux, trois personnes qui arriveront à trouver où il habite, peut-être même un peu plus, peut-être une dizaine, mais personne ne connaissait son adresse, même ses enfants au départ ne connaissent pas son adresse. Et il vivra 23 ans en ermite, et là il écrivra peut-être 30 000 pages. Et dans ces 30 000 pages, euh, alors elles sont depuis très récemment à la BNF, où j'en ai consulté quelques-unes. Alors en fait, il n'y en a que 15 000 parce que les 15 autres 1000 pages ont été achetées par un milliardaire mystérieux dont je ne sais rien puisqu'il est mystérieux. Et donc dans ces 15 000 pages, il y a beaucoup il y a peut-être des milliers de pages sur qu'est-ce que le mal. Et par rapport à la clé des songes, qui même si il est assez critique sur beaucoup de choses, il y a quand même un côté un petit peu optimiste. Là, on a l'impression qu'il sombre dans une période où il est beaucoup plus pessimiste. Voilà. Alors, je vois l'heure qui tourne, donc j'avance. Voilà la serre où il était réfugié, où il y a deux, trois personnes qui ont pu le rencontrer, qui ont pu justement mettre en ligne, par exemple, ses ouvrages Récolte et semailles et La clé des songes avant qu'ils soient, comment dire, publiés des années après sa mort. Et enfin, il va décéder le 13 novembre 2014, c'est-à-dire il y a exactement 10 ans. Et juste avant, il va se réconcilier un peu avec ses enfants avec qui il était fâché. Il va voir ses enfants juste avant qu'ils s'en aillent. Alors maintenant, je vais parler rapidement de ces idées, puisque j'ai déjà dépassé le temps. C'est d'abord une manière de penser où la connaissance acquise par soi-même est privilégiée par rapport au savoir imposé de l'extérieur. Ça, c'est vraiment typique de la pensée de Grothendieck. Et notamment, par exemple, lui, il dit que la connaissance, c'est yin, et le savoir, c'est yang, un petit peu. Et à partir de 70, je souligne ça parce que c'est pour montrer le lien avec la philo, il privilégie la recherche de sens sur la recherche de bonheur individuel.
C'est-à-dire que la famille, l'ascension sociale, les plaisirs matériels, tout ça, il va mettre ça un peu de côté, hein, au détriment parfois de sa famille, mais pour dire quel est le sens de la vie un petit peu, pour essayer de se poser, mais il va essayer d'y répondre par soi-même, par les lectures qu'il a lues, mais il va jamais suivre, par exemple, un séminaire de philosophie, etc. C'est plus par sa réflexion, par sa manière de voir les choses. Et du coup, on considère qu'il est assez philosophe, mais surtout, comment dire, il sort un petit peu des grilles de lecture habituelles. Par exemple, de l'opposition science-religion, etc. Euh, il apporte un nouveau point de vue. Alors, donc, quelques-unes de ces idées. Alors là encore, c'est vraiment très sommaire parce que de résumer des milliers de pages, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de choses un petit peu fines que je ne peux pas dire en quelques minutes. Mais on peut dire que déjà, il s'oppose au paradigme matérialiste sous-jacent à notre société de consommation qu'a mis Dieu de côté et qui dit, voilà, il faut consommer, c'est ça le bonheur, c'est la production, etc. Le bonheur, c'est le bonheur matériel. Alors donc, il perçoit le rêve comme une source spirituelle, ça c'est un peu l'essence de la clé des songes, et il est pour une réconciliation entre science et religion, pour une science qui est plus spirituelle et non instrumentalisée. Alors là, je pourrais donner des détails si vous voulez après, et pour un monde qui serait plus écologiste, plus plastifié, plus spirituel. Alors c'est moi qui ai pris un peu le parti de résumer ces idées comme ça, peut-être que je déforme un tout petit peu, mais euh, disons, c'est essayer de résumer ces idées en quelques lignes. Voilà. Si je voulais parler d'autre chose que j'aurais oublié. Alors si, ce que je voulais dire à propos de ces idées, c'est que, à ma connaissance, il n'y a rien qui a été organisé aujourd'hui pour les 10 ans de sa mort, mais il y a un institut qui s'appelle l'Institut Grothendieck qui s'intéresse à ces idées mathématiques et philosophiques, qui fera un colloque samedi auquel on peut s'inscrire en ligne. Je le signale, je ne l'ai pas écrit ici, mais je pourrais vous donner. Euh, D'ailleurs, il est sur LinkedIn si vous souhaitez y accéder par LinkedIn. Alors donc, bon, ben, pour avoir les références, bien sûr, il y a Wikipédia, il y a le Circle, un site où il y a beaucoup de graphiques à la fois mathématiques, philosophiques, il y a aussi des photos, etc. C'est une bonne source de documents. Alors au départ, il y avait la clé des songes, mais par exemple, c'est Grothendieck qui lui-même a comment dire, a souhaité qu'ils disparaissent, qu'ils ne soient plus en ligne. Et ensuite, je pense que les éditeurs ne veulent pas non plus qu'il y ait trop de versions en ligne de quelque chose qui soit dans le commerce. Alors, il y a la conférence du CERN qu'on peut facilement trouver sur Internet, où il y a 2 heures. Il y a même une version écrite où, d'abord, c'est le seul document où on entend la voix de Grothendieck. Et puis, il y a beaucoup des idées qu'il avait au moment des années 70. Voilà. Alors, les biographies, il y en a, j'en ai cité, excusez-moi, il y a ça excusez-moi, je vais revenir en arrière. Euh, voilà. Il y a là-haut, c'est la biographie. Alors, c'est un petit peu un miracle parce que c'est un mathématicien assez connu, d'un moins bon niveau que Grothendieck, mais qui avait quand même un bon niveau et qui a vraiment fait toute une recherche pour écrire un livre sur la vie de Grothendieck, de ses parents. Alors, malheureusement, c'est soit en anglais sur le site justement de Grothendieck Circle ou en allemand. Et c'est vraiment un document assez complet duquel se sont inspirés les autres biographes. Alors bon, Dourou a fait un travail un peu journalistique à la fin, c'est un journaliste de Libération. Bringuier, c'est un inspecteur. Prado, il a écrit un petit livre qui s'appelle Algèbre, où il donne son point de vue. Juventin, c'est comment dire, une biographie récente que j'ai pas lue. Et Lechac, c'est une des personnes qui l'a vu au moment où il était comment dire, à la serre et qui écrit dans sa biographie, je l'ai juste feuilleté, et pour lui, ce qui est important dans l'œuvre de Grothendieck, c'est surtout son œuvre mathématique. Voilà. Alors, il y a des émissions de France Culture. Grande Traversée, c'est 5 heures de podcast sur la vie de Grothendieck qui est paru cet été. Il y a aussi beaucoup de choses sur récolte et semailles, etc. Il y a au moins 5-6 émissions de France Culture ou France aussi La tête au carré euh, sur France Inter sur Grothendieck. Alors donc,
Récolte des semailles et la clé des songes. La clé des songes, j'ai juste paru cet été. Et puis, je signalerai juste sur YouTube, Grothendieck réfugié en lui-même. Alors, des vidéos, il y en a d'autres qui sont pas mal. Il y en a qui sont assez fiables, mais j'en ai vu aussi beaucoup. Il y avait pas mal d'âneries, beaucoup de choses déformées. Donc, il faut vraiment faire le tri. Par contre, Grothendieck réfugié en lui-même, pourquoi j'en parle? Parce que souvent, même dans certains articles, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'à la fin de sa vie, il était devenu fou, ou quand il a commencé à parler de spiritualité, il avait pété un plomb. Euh, et c'est un peu une réponse à ça. Grothendieck réfugié en lui-même, c'est quand même un cours au Collège de France qui est fait par Alain Cohn, qui est une autre médaille Fields, qui est justement un peu une réponse aux gens qui l'ont un petit peu discrédité. Alors ça n'empêche que c'est un personnage qui est hors norme, qui a des côtés à la limite un peu excentriques, où on peut en penser ce qu'on veut, mais euh, on peut aussi trouver qu'il y a un intérêt dans ses écrits. Alors, Raphaël Hirst est le seul philosophe que je connais qui a créé un mémoire de philosophie sur ses écrits. Malheureusement, j'ai pas réussi je l'avais contacté à un moment et puis j'ai pas réussi à le recontacter. Et puis, il y a deux films documentaires. Alors, je vais terminer aussi pour signaler deux articles de Laforgue, qui est aussi une médaille Fields, qui est aussi un inconditionnel de Grothendieck, qui parle beaucoup dans des topos, qui est une notion justement qui peut intéresser un peu les philosophes, mais qui est aussi assez ardue d'un point de vue mathématique. Et il a fait un texte à propos de la clé des songes, d'une part sur la liberté et d'autre part euh, sur j'essaie de me rappeler, sur la notion de vérité. Et c'est assez intéressant. Et le texte sur la notion de vérité, il est en appendice dans la clé des songes. Et celui sur la liberté, que je trouve intéressant aussi, il est sur le site de Laurent Laforgue. Donc voilà, j'ai dépassé un petit peu, mais j'ai j'ai l'impression. C'était, c'était très bien. En tout cas, c'était structuré du début à la fin. Tout était clair et je vous remercie personnellement pour ces éclairages et cette initiation enfin à l'univers grothendieck et qui va nous permettre de tirer beaucoup de leçons de tout ordre, ordre philosophique, etc. Je vais pas. Alors, je vais donner la parole au public s'il y a des questions à poser à Gilles. Il y a une petite note de Charles Allu, salut au Oui, passage, qui est oui, je avec nous viens ce d'avoir matin. justement qui Dans parle le chat. du Ouais, colloque qui va avoir lieu samedi. C'est très bien, merci de l'avoir mis. d'accord. Et je pense qu'il est organisé par des Italiens ou en Italie Oui, ou c'est en je Italie, crois, en c'est Italie. un institut qui s'appelle l'Institut Grothendieck, qui est, disons, un peu à la tête de l'institut, c'est pas forcément elle, mais c'est Olivia Caramello qui a beaucoup travaillé sur les topos. Et c'est une idée assez révolutionnaire. Alors, il y a Alain Cohn qui en parle. Euh, Par exemple, dans les topos, c'est un concept mathématique qui est difficile et pour même rentrer au terme de vulgarisation, il faut passer quand même heures dessus, pardon. Et ce concept, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il y a une ouverture sur les autres, justement sur le fait, par exemple, de est-ce que le topos, ça peut servir pas uniquement en mathématiques. Par exemple, Kuhn a essayé de relier ça à la psychanalyse, à Lacan, etc. Il y a par exemple aussi le fait qu'on peut, la pensée intuitionniste, euh, on peut utiliser les topos pour parler de pensée intuitionniste. Alors, il y a des choses qui sont assez incroyables. Alors, je suis incapable de comprendre, mais par exemple, comment dire, Laforgue dit à partir des topos, on peut prendre un théorème de géométrie algébrique et trouver son équivalent en logique, etc. Ça donne alors ça me dépasse un petit peu, hein, mais c'est une notion qui est intéressante. Et l'autre aspect de l'Institut, c'est de parler de ces idées justement philosophiques. Voilà. Très bien. Deux petites questions pour débuter, pour commencer la discussion avec vous, Gilles. D'abord, est-ce qu'il y a un lien entre la pensée visionnaire et les mathématiques? C'est-à-dire, qu'est-ce que exactement avoir, qu'est-ce que ça veut dire le fait d'avoir une pensée visionnaire? Parce qu'on sait que les philosophes, même les matérialistes, par exemple comme Quine, il dit la philosophie, c'est d'abord une vision du monde. C'est-à-dire le Oui, philosophe donne une vision. Quelle est la différence entre
le fait de donner une vision du monde et d'avoir une pensée visionnaire. Et est-ce que ça a un rapport, par exemple, aux mathématiques dans le sens où on peut dire que, par exemple, la structure du réel est mathématique au grand éthique ou ça, c'est autre chose? C'est-à-dire, ça Alors, engrange sur... alors, c'est bien de poser la question, est-ce que la structure du réel est mathématique? Parce que c'est vraiment une question que s'est posée Grothendieck, et je vais essayer d'y répondre. Alors, bon, pourquoi j'ai dit la pensée visionnaire? C'est plus en référence à son œuvre mathématique. C'est-à-dire que souvent, il est perçu comme quelqu'un qui a une vision, comment dire, des choses. C'est-à-dire qu'alors que les autres ne voient pas quel problème, lui, tout d'un coup, il a un regard différent que les autres n'aperçoivent pas un petit peu. Alors, dans la première partie de Récolte et Sommeil, il parle pas mal de ça, et qui tout d'un coup éclaire tout un domaine. Et toute l'œuvre qu'il a fait en mathématiques, ça a beaucoup permis à d'autres mathématiciens, après, de démontrer des résultats en théorie des nombres qui étaient très, très profonds, parce que tout d'un coup, il apportait une vision que les autres n'avaient pas vue. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'appelle le terme visionnaire. Par exemple, il y a aussi dans la partie 3 une partie où il parle de la mer qui monte, etc. Il a des images qui, par exemple, sa vision de l'abstrait est beaucoup plus profonde que d'autres. Et en même temps, il dit qu'il a besoin, lui, de se forger une image pour percevoir l'abstrait. Que par exemple, quand il lisait du Bourbaki, il n'y comprenait rien, comme, entre guillemets, les trois quarts des gens. C'est à partir du moment où il arrivait à se forger une image qu'il pouvait percevoir l'abstrait. Donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est aussi, par exemple, dans le sens en écologie. Je veux dire, dans les années 70, ce n'était pas du tout un sujet préoccupant. Et il a fait le choix de dire, voilà, j'arrête de faire des maths qui sont bien, mais qui sont un petit peu pour avoir une reconnaissance, pour faire partie un petit peu de la jet set en maths, même si la jet set en maths, c'est des gens qui ne sont pas connus du grand public. Et il dit, voilà, là, je m'aborde un problème qui, pour moi, me semble essentiel. Et là, bon, il y a encore un sujet de la COP 21, mais on voit bien que les pays ne sont pas toujours, pour les gens qui sont persuadés qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il faut faire des choses, lui a fait des choses bien avant. En ce sens-là, il a un côté visionnaire. Alors, pour ce qui est de son œuvre, entre guillemets, philosophique et spirituelle, d'abord, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est dogmatique, je pense que c'est quelque chose qui est assez évolutif. Par exemple, quand je suis allé à la BNF, j'ai vu qu'il avait un regard un petit peu déjà distancié par rapport à des choses qu'il avait écrites avant, euh, mais d'offrir de nouvelles pistes et de nouvelles idées, je pense que ça, c'est dans les années qui viendront qu'on pourra le voir. Et puis, il y a aussi des idées qui sont issues de la contre-culture. Ce n'est pas non plus que ces idées, c'est aussi un courant d'idées qui est de voir, de chercher la spiritualité de manière différente. Par exemple, une chose qu'il dit, c'est pour lui, les religions euh, peuvent tout à fait continuer à exister, mais elles ne peuvent plus se permettre de rester aussi dogmatiques qu'auparavant. Et par contre, il dit, chacun a le choix de faire un chemin spirituel sans se référer à une religion ou une pensée. Mais c'est aussi un chemin difficile où lui-même a fait des choses. On peut tout à fait critiquer ce qu'il a fait. Hein. Il peut très bien avoir des moments où il s'est complètement trompé. Et d'ailleurs, lui-même avoue par moments qu'il s'est trompé à tel moment quand il parlait telle chose ou il a été assez vite. Et il dit, d'ailleurs, je vous montrerai une citation tout à l'heure, où il dit ça fait partie, l'erreur fait partie du travail de découverte. Il faut pas avoir peur de se tromper pour pouvoir faire partie de ce travail. Donc c'est un peu dans ce sens-là où je parle de comment dire, du côté visionnaire. Alors maintenant, pour répondre à l'autre question, est-ce que les maths euh, sont une structure? Alors, il y a un livre qui, je ne connais pas le titre exact, sur Bourbaki, qui parle beaucoup de ça, qui parle du travail de Grothendieck par rapport à ça, et notamment du structuralisme. Et pour moi, alors là, je vous donne un petit peu ma réponse, mais je pense que Grothendieck sera assez d'accord avec ça, c'est que les mathématiques apportent une grille de lecture, mais ce n'est pas une grille de lecture qui est exhaustive, qui permet de... On ne peut pas mathématiser le monde de manière simple, si vous voulez. Mais en choisissant des bons concepts, on peut vraiment avoir une vision qui est intéressante. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont servis du structuralisme pour instrumentaliser un petit peu une pensée. Et ça, je pense qu'il était assez opposé à cette idée de, de dire, par exemple, bon, Lacan, par exemple, il a essayé de se servir du structuralisme
pour instrumentaliser une pensée, mais on avait l'impression aussi qu'en utilisant des termes mathématiques, les gens n'oseraient rien dire parce qu'ils n'y comprenaient rien et que c'était aussi une manière d'avoir une forme de pouvoir sur les autres. Donc ça, je pense qu'il était opposé à cette chose-là, mais par contre, euh, au fait qu'on puisse, par des bons concepts, faire apparaître des choses, ça, je crois que c'est quelque chose qui est de son ordre d'idée. Et d'ailleurs, Laforgue dit que euh, déjà Grothendieck pense que même les mathématiques ne peuvent pas expliquer toute la physique. C'est-à-dire que toute la physique ne peut pas être structurée par les mathématiques. Voilà. Alors, je vais dire encore un petit mot. Par exemple, quand à un moment, dans une définition, il dit Dieu ne se définit ni se prouve. Donc déjà, il dit, voilà, pour apprendre des dieux de manière formelle, il y a une difficulté. Alors là, les arguments qu'il a, dans un premier temps, c'est des choses qui sont assez proches de, par exemple, les arguments de Pascal, si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là. D'accord, très bien. Je vous remercie. Ça me rappelle une autre citation, c'est-à-dire il n'y a rien de rien que Dieu ne puisse comprendre. Donc on suppose que Dieu est mathématicien, un grand mathématicien. Enfin, c'est une supposition. Par rapport à la notion de mutant, est-ce que c'est une conception élitiste, c'est-à-dire ou bien c'est une prédisposition un peu générale que nous pouvons avoir les hommes ordinaires et les Oui. gens, ou bien c'est une chose, enfin c'est une qualité ou un degré qui restreint à une élite. Alors, je ne pense pas du tout que ça soit élitiste dans le. D'ailleurs, au début, il dit chacun est un mutant en puissance. C'est plus le souhait de se transformer soi. C'est le souhait de se transformer, de trouver un sens d'une certaine manière à sa vie qui est relié à quelque chose de plus grand que d'avoir un simple bonheur matériel qui consisterait à avoir le plus de bonheur possible et le moins d'ennui possible, ce qui est déjà toute une réflexion, mais plus de chercher un sens et qui passe par la connaissance de soi. Mais c'est pas du tout, non, je pense que pour Grothendieck, c'est pas du tout élitiste. Et d'ailleurs, je l'ai marqué, la liste des personnes qui citent, c'est pas du tout exhaustif, c'est relié à sa personne. C'est plus des personnes qui l'ont influencé. Il lisait quand même pas mal, parce que par exemple, il a lu L'Ego, on voit, il lit ça en quelques semaines, alors que c'est vraiment un peu ardu. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui, souvent il dit les livres, on les lit pas, on les écrit. Donc, c'est pas quelqu'un qui a lu tous les philosophes, etc., qui a lu tous les penseurs. Il y a des gens qui ont compté pour lui, et c'est de ceci dont il parle. Mais dans ce, il dit pourquoi il les considère comme des mutants, entre guillemets. Pour lui, les mutants, c'est ceux qui vont observer, qui vont permettre une grande mutation. Si je reprends l'idée enfin, une citation de Malraux, c'est de dire le 21e siècle sera spirituel ou pas, ben, c'est un petit peu eux qui devraient favoriser cette mutation. Enfin, c'est mon point de vue, hein, parce que Mhm. beaucoup de gens ont des points de vue pas forcément identiques sur Grothendieck. Et puis, je suis pas sûr forcément qu'il adhérait à tout ce que je raconte sur lui. Peut-être qu'il ne serait pas forcément d'accord avec tout. Merci beaucoup, Gilles. Il y a beaucoup de notes sur le chat. Alors, il y a un participant avec nous, FS, je crois, il a Oui, écrit quelque chose. alors je vais regarder. On vous donne la parole. Donc, vous pouvez activer votre micro et poser la question directement à Gilles. Alors, il y a des notes de Charles Aluni sur le livre d'Alain Badiou, Topos, paru, enfin, qui vient de paraître, en juin 2024. Donc, j'ai une question. Est-ce que Grandi a rencontré Gilles Châtelet? Est-ce qu'il a eu un contact avec Gilles Châtelet, le Alors, mathématicien qui a plutôt tendance à considérer les maths comme, je ne sais pas si je me trompe pas, Charles me corrige, des virtualités physiques. Enfin, à lier toujours les maths à la physique. Je ne sais pas, au travail. alors, à ma connaissance, non. Il y a des personnes, alors notamment une personne. Alors, je vais donner pas mal de références, notamment là. D'abord, je ne connais pas Gilles Châtelet et je pense pas. Je pense qu'il s'est intéressé pas mal à la physique. Il en parle dans Récolte des semailles.
Alors, je vais répondre à la question de François Igor. Hein, je suppose que c'est F, c'est François Igor. Ah Euh, oui, 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 pardon, oui. oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est Non, non, excusez-moi, c'est pas moi qui a posé les questions. Je ah bon, prends ça à gauche. Sans FS, c'est FS. Parce que c'est sur François, je le connais. C'est FS. ou lire sur ce sujet inspiré du taoïsme. Je ne sais pas si qui est-ce qui a posé cette question. C'est FS, alors c'est pas Vous François avez Igor, des hein. positions entre donc je regarde, hein, Topos, le livre d'Alain Badiou. Alors le livre d'Alain Badiou de Topos, je ne connais pas. Euh, alors je regarde, hein, je lis les questions. Euh, oui, où peut-on trouver qui connaissent, des choses sur justement tout ce qu'il a écrit sur euh, le sujet inspiré du taoïsme, c'est-à-dire un petit peu le yin et le yang. Alors, euh, on peut trouver ça il y en a un peu partout. Alors, si vous avez la chance de trouver en ligne, c'est plus facile parce que ça permet de naviguer plus facilement que dans l'œuvre papier. Mais dans l'œuvre papier, c'est principalement à partir de c'est la cérémonie funèbre. Euh, donc, euh, c'est de la page 765 jusqu'à la page, alors je suis en train de regarder, 1147. Et encore, ensuite, il y a un appendice qui n'était pas dans la version en ligne qui s'appelle Les portes de l'univers, où, par exemple, il précise des, des couples yin-yang, par exemple, le tout, le général, unité, cause, fécondité, par exemple, c'est des attracteurs yin, des attracteurs yang, le simple, abstrait, précision, ordre, structure. Donc, euh, vous pouvez trouver donc dans la partie 3 de récolte et semailles la clé du yin et du yang, et donc dans l'appendice qui au départ était une œuvre à part, qui est les portes de l'univers. Voilà, c'est là-dessus que vous pouvez vraiment trouver toute cette dialectique sur le yin et le yang. Voilà. Merci Gilles. Alors, Charles Aloni écrit, à la fin de sa vie, Gilles Châtelet s'était mis à la théorie des catégories à l'école Oui, normale supérieure avec Lochac et cite oui. évidemment Grothendieck dans ses textes. Alors, tout à fait. Alors, Merci euh, Charles. effectivement, donc ça, c'est un peu l'aspect mathématique. Donc, grosso modo, pour parler un peu de théorie des catégories, alors, comment dire, quand Bourbaki a décidé de réécrire tous les fondements mathématiques, ils utilisent la théorie des ensembles. Et une des raisons, c'est pas la seule pour laquelle Grothendieck a quitté Bourbaki, c'est que lui, il voulait tout réécrire à l'aide de la théorie des catégories. Et Bourbaki, ça faisait quand même des années qu'il travaillait là-dessus, il n'avait pas envie de tout recommencer à zéro. Donc, euh, il a écrit à part, comment dire, les éléments de géométrie algébrique, hein, donc les fameux GA. Alors, on les trouve facilement sur Internet, ça, personne ne vous empêchera de les lire, mais après, d'y comprendre quelque chose, c'est autre chose. Et euh, il écrit à partir de la théorie des catégories. Alors, ça me fait penser à une chose, c'est actuellement donc dans les 15 000 pages, il y a à peu près, je ne sais pas, 1000 pages où il parle des mathématiques qu'il a fait pour s'appliquer à la structure de la psyché. Alors, j'ai lu les premières lignes. Ce n'est pas des mathématiques, enfin, le début en tout cas n'est pas difficile par rapport aux autres mathématiques qu'il fait. C'est un petit peu de théorie des graphes et aussi de théorie des catégories. Donc, voilà pour parler un petit peu de la théorie des catégories. Mais moi-même, ce n'est pas une théorie que je connais. Je sais simplement que la seule chose que je connais des catégories, c'est que ça permet d'éviter un petit peu des paradoxes qui apparaissent dans la théorie des ensembles, comme par exemple, on ne peut pas définir l'ensemble de tous les ensembles, etc. Mais sinon, c'est vraiment un sujet que je ne connais pas bien. Voilà pour répondre à cette question. Euh, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous parler, si Les j'arrive citations, on peut aller à à
quelques citations. Vous pouvez Et, nous donner, voilà. voilà, alors ça c'est la première que je vais essayer de partager, si j'arrive à voir comment partager, parce que c'est pas... Vous la voyez, la citation là? Est-ce que vous l'apercevez? Non, non. Non, alors voilà. Mon partage d'écran, voilà, je vais mettre partager. Voilà, c'est cette citation-là déjà. Je vais vous partager, et puis après, je vais vous en mettre d'autres. Voilà, c'est celle qui est en introduction de l'émission de France Culture, Grande Traversée. Et vous voyez, dans l'émission de France Culture, euh, ça parle pendant 5 heures, mais c'est vraiment une émission intéressante, hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais par exemple, euh, il y a des fois où les côtés un petit peu excentriques, un petit peu savants fous sont mis en avant par rapport à son œuvre écrite. Par exemple, dans cette émission, il n'est absolument pas mentionné Legault ou des choses comme ça, alors que les disciples de Marcel Legault trouvent que ce que Grothendieck a écrit sur l'ego est pertinent, vous voyez. Pour donner un exemple, hein. C'est un petit peu, les journalistes ont tendance à mettre un petit peu, comment dire, ce qui est un petit peu extraordinaire, ce qui sort de l'ordinaire, et comme lui, c'est vraiment quelqu'un qui sort de l'ordinaire, ils vont accentuer ce côté, alors qu'il a une pensée aussi qui est assez structurée, même si, par exemple, quand il parle de spiritualité, à aucun moment il fait une démonstration, puisqu'il dit Dieu ne se définit ni se prouve, mais son texte est quand même assez structuré, on se retrouve bien dedans. C'est même des fois pas toujours facile à lire parce que personnellement, je trouve ça assez dense par moment. Voilà. Alors, donc, je vous montre cette citation et là, je vais essayer de trouver d'autres citations. Je crois qu'elles sont là. Voilà. Donc, je vais essayer de les partager. Alors, voilà. J'ai mis le texte. Alors oui, il y a un autre texte qu'on trouve qui est en anglais. C'est un texte d'Aline Jackson. C'est dans une publication de maths. Je crois que c'est une publication américaine. Je me souviens plus du titre. Qui est une biographie aussi assez intéressante de Grothendieck et qui parle aussi pas mal de son côté mathématique, puisque je crois que c'est par exemple la revue américaine des mathématiques. Je me souviens plus du titre. Mais si vous mettez comme appelé du néant et Aline Jackson, là, ce que je vous montre ici, vous trouverez facilement ça sur Internet. Alors, bon, il y a les deux films. Le film de Héra Petit-Pont-le-Nisic, non, c'est le film d'Héra Petit-Pont, qui est maintenant en ligne sur, comment dire, sur YouTube. Et l'autre, je l'ai vu, mais il n'a pas été diffusé dans le public. Alors voilà la citation alors, il y a plein de citations sur Récolte Semaille. Si vous mettez citation Grothendieck sur Internet, vous trouverez très rapidement dessus. Alors, la découverte de l'erreur est un des moments cruciaux, un moment créateur entre tous, dans tout travail de découverte, qu'il s'agisse d'un travail mathématique ou d'un travail découverte de soi. C'est un moment où notre connaissance de la chose sondée soudain se renouvelle. Craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à redécouvrir. C'est quand nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Ici, c'est assez vite, ici, vous pouvez la lire, mais c'est une citation je crois que c'est Alain Herman, qui est un mathématicien, qui a écrit une thèse sur récolte et semence. Il y a déjà pas mal de temps, hein, avant que le livre ne paraisse. Et je crois que c'est un mathématicien, soit en histoire des maths, soit en maths pure, je ne peux pas vous dire. Et je pense aussi à une autre citation. Il y a une citation où il parle d'une maison. Et ça, c'est un point de vue quand les gens font des mathématiques, ils disent, voilà, c'est quelque chose d'immuable auquel on va rajouter un meuble ou quelque chose comme ça. Mais grosso modo, on est dans la maison, on ne va rien toucher, si vous voulez. On va faire des aménagements, mais on va pas mettre en cause le fait que
cette maison, elle aurait pu être autrement, etc. Et ça, c'est une des forces de Grothendieck de dire, ben non, les choses ne sont pas si figées. Et dans un domaine où, a priori, les maths semblent immuables, d'avoir un regard dynamique sur les mathématiques. Donc, vous avez eu le temps de lire la citation de Hermann, je ne sais pas. Alors Oui, ça, oui, c'est oui, Gilles. des citations qu'il y a dans la clé conscience. Donc Dieu est le rêveur, donc c'est un petit peu comme ça qu'il démarre. Dieu ne se définit ni se prouve, là j'en ai parlé. Alors Dieu, par la voie, c'est l'idée pour percevoir un petit peu la pensée entre guillemets divine, c'est pas quelque chose qui est facile à percevoir. Enfin, en tout cas, au moment où il l'écrit, c'est comme ça qu'il le perçoit. Alors, il y a toute une citation à ce moment-là, mais je ne vais pas la mettre en entier. Alors, par contre, cette citation me semble importante, même si ça me semble aussi discutable. La connaissance d'une loi n'est jamais une connaissance spirituelle. Alors, je pense que c'est discutable, mais en même temps, c'est aussi une invitation à repenser continuellement les dogmes et à pas les figer. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Et ça, c'est la dernière que j'ai mis, l'acte de nature est spirituellement fertile, tant pour celui qui l'accomplit que pour l'univers entier, et l'acte authentique, l'acte accompli par un être en état de vérité. Donc, c'est l'idée un peu que c'est en soi-même qu'on a à faire cette recherche de vérité. Donc, voilà quelques citations. Ouais, c'est c'est clair, c'est bien. Je trouve, c'est une démarche tout à fait, c'est-à-dire le souci de soi ou le retour sur soi ou la connaissance de soi. C'est une démarche qui est totalement opposée, par exemple, à Michel Foucault. Oui, C'est-à-dire, c'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire, le souci de soi, c'est mis en valeur, mais par le biais d'une quête spirituelle ou d'une oui, quête de spiritualité plutôt que par d'autres choses, par d'autres. Et il y a un point de rencontre entre aussi Grothendieck et Bourdieu dans c'est-à-dire, on peut dire dans la façon de regarder, euh, enfin la socialisation de la science, c'est-à-dire la place de la science dans la société. Et je me rappelle toujours que peut-être pour Pierre Bourdieu, la science devient un petit peu non pas l'explication du monde ou etc., mais ça devient l'instrumentalisation des pôles de pouvoir dans la société, surtout la course aux armements et tout ce oui, qui est nuisible à la vie, au milieu et aux valeurs de vie. Je trouve qu'il y a aussi un trait commun entre Bourdieu, le philosophe sociologue, et Grothendieck dans leur façon de mesurer un peu parfois l'impact négatif de la science dans la société. Et et comment la science pourrait devenir dangereuse, enfin entre guillemets, dans le bien sens où sûr, oui. elle ne donne plus, elle ne cherche pas les clés d'une bonne compréhension des phénomènes du monde, mais au contraire, elle devient instrumentalisée par des groupes et des Tout à fait, lobbies, hein. etc. Justement, à ce propos-là, euh, il est très critique dans la science où il dit, voilà, elle a supplanté toutes les religions, mais elle est devenue une religion encore pire que les autres parce qu'elle est une religion sans humanité. Enfin, je caricature peut-être un Ouais. peu, mais je pense qu'il a dit à peu près ça dans ces termes. Et c'est dans La Clé des songes qu'il il dit ça. Mais avant même La Clé des songes, il était déjà très critique dans la science. Alors, il y a des libertaires, donc des anarchistes qui sont pour l'œuvre de Grothendieck, mais disons plus dans la première partie, qui ont mis en ligne justement tout ce qui reproche à la science dans ce qu'il appelle plutôt le scientisme et qui est déjà le manque d'humanité, déjà. Et Alors, oui, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on va clôturer cette belle rencontre avec Gilles Tamam et avec la pensée visionnaire d'Alexandre Grothendieck. Et voilà, je vous remercie encore une fois tous, d'être présents avec nous ce matin. Gilles, merci, merci.
du fond du corps pour cet exposé très clair et très pédagogique, je trouve. Et je mettrai l'enregistrement à la disposition de tous les intéressés qui pourront bien sûr tirer profit de ça. Et peut-être il y aura des retours, des commentaires, hein, etc. sur cette conférence de ce matin. D'accord. Ben, merci Euh, beaucoup. Je vous remercie moi aussi d'avoir m'avoir écouté, d'avoir été présent ici pour, d'une certaine manière, vous aussi rendre hommage à Alexandre Grothendieck aujourd'hui. Merci et très très bonne journée et à très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. On aura d'autres rencontres très prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.